Quelles sont les questions qui se posent sur ce budget? Monsieur Charles. Merci, Monsieur le maire. Nous voterons contre ce budget primitif. Ce n'est pas un vote idéologique ou d'opposition systématique, bien évidemment. Nous pensons que nous avons su démontrer depuis le début de notre mandat que nous avons une attitude responsable et constructive dans notre opposition à votre politique. Nous voterons contre car nous estimons que dans la période de crise multiple actuelle, qu'elle soit sanitaire, sociale, économique ou écologique, nous ne pouvons plus nous contenter de reproduire quasiment à l'identique les budgets précédents et que cette période nécessite que des priorités nouvelles apparaissent. Nous estimons que ce n'est pas le cas. Au risque de nous entendre dire que nous répétons toujours les mêmes choses, nous choisirons quelques points précis pour illustrer notre propos en prenant appui sur notre déclaration lors du dernier débat d'orientation budgétaire. Tout d'abord, les écoles tarbaises, qui sont encore une fois les grandes absentes de ce budget. Nous aurions aimé en débattre lors de la commission éducation, or cette dernière, qui était prévue le 10 décembre, a été annulée faute de sujets à discuter. C'est regrettable, d'autant plus que l'adjoint à l'éducation s'était engagé à nous présenter la politique éducative de la ville. Vous pourrez nous répondre que votre volonté de soutenir les écoles tarbaises peut se voir dans l'importante subvention à la caisse des écoles. Sauf que ce budget concerne essentiellement le périscolaire et l'extrascolaire. Il ne concerne nullement le fonctionnement propre des écoles. Pour ce fonctionnement, la municipalité octroie une allocation par élève et par an qui peut être complétée par des budgets concernant des projets particuliers. C'est le cas cette année avec le plan informatique pour les écoles. Lors du précédent débat d'orientation budgétaire, la majorité municipale s'était gargarisée de l'existence d'un tel budget qui montrait bien que l'on répondait aux besoins de nos écoles. Nous actons de cet effort que nous allons toutefois nuancer. Les premiers projets demandant un équipement informatique de qualité pour nos écoles, un ordinateur par classe avec un vidéoprojecteur et une connexion Internet, datent d'une dizaine d'années. 2011 pour mon école, par exemple. Devant l'absence de réponse, certaines écoles ont rédigé un nouveau projet, en 2016 pour mon école, par exemple. Cela a permis d'obtenir la connexion dans chaque classe, dans de nombreuses écoles, mais pas de matériel à l'horizon. Mis à part des tablettes qui ont été allouées dans certaines écoles, par exemple pour la mienne, 18 tablettes pour 210 élèves. Dès lors, dans les écoles, on bricole. On utilise les vieux ordinateurs que nous possédons encore, qui ont plus de 10 ans d'âge. On s'équipe sur le budget de fonctionnement, en lieu et place d'autres matériels comme les manuels scolaires par exemple, et certains enseignants utilisent leurs ordinateurs personnels. La situation est donc catastrophique et nous sommes ravis qu'après 10 ans de bataille, il semble que les écoles soient entendues sur cette question de l'équipement informatique. Cela aurait dû être fait bien avant, surtout lorsque nous comparons les budgets alloués à l'informatique et à l'achat de logiciels au sein de la mairie, entre 500 et 600 000 euros par an jusqu'en 2025, soit un peu plus de 2 millions d'euros, alors que pour les écoles, cela ne représente que 261 000 euros répartis sur 2 exercices budgétaires. Comme marque de priorité, nous aurions pu trouver mieux. Autre question, celle du budget de fonctionnement. Vous avez été destinataire, comme l'ensemble des conseillers municipaux, d'une lettre ouverte conjointe du SNUIPP, syndicat majoritaire des enseignants du premier degré, et de la FCPE, association des parents d'élèves. Le budget alloué de 20 euros par enfant et par an est non seulement très faible en comparaison avec d'autres communes, mais de plus il n'a pas augmenté depuis de nombreuses années. Il s'avère insuffisant. Les budgets pédagogiques des écoles hors Tarbes permettent aux municipalités d'offrir la quasi-totalité des fournitures scolaires. La plupart des écoles tarbaises demandent aux familles l'achat ou le paiement de l'ensemble des fournitures scolaires. Les familles tarbaises ne sont pourtant pas les plus riches du département, nous le savons bien dans notre assemblée. De façon illégale et toujours en bricolant, les coopératives scolaires, financées elles aussi essentiellement par les familles sur Tarbes, compensent les crédits insuffisants de la municipalité. C'est pour nous un signe négatif à envoyer une nouvelle fois à l'ensemble de la communauté éducative et nous souhaitons vivement voir les choses évoluer de façon positive dans ce domaine. La question du logement n'occupe pas non plus, à notre avis, la place qui devrait revenir dans le budget municipal. Sur l'encroix positive qu'on vient de voir, c'est 600 000 euros dans le budget de dépenses réelles, dans le budget à venir. Nous n'avons pas de politique municipale adéquate. Là encore, et nous l'avions déjà exprimé lors du débat d'orientation budgétaire, quelques rénovations, quelques plans type Action Cœur de Ville et quelques coups de communication ne sont pas à la hauteur de la problématique. Une enquête récente est venue confirmer notre propos puisque nous avons appris que notre ville faisait partie des plus mauvais élèves en matière de vacances et de logement. En effet, la ville de Tarbes cumule 5 630 logements vacants pour un parc d'un peu plus de 24 000 logements, soit un taux de vacances de près de 23%. Pire, les logements vacants depuis au moins 2 ans sont 3 fois plus nombreux qu'au niveau national, avec un peu plus de 10%.
Dans nos écoles ou à proximité, des bâtiments municipaux sont inutilisés ou à l'abandon, alors que des personnes vivent dans la rue. Des tarbés sont mal logés, des situations d'urgence trouvent difficilement des solutions, certains vivent dans l'insalubrité. Nous ne devons plus tolérer cet état de fait et nous attendons là aussi des actions fortes de la part de la municipalité. Les mobilités, les façons de se déplacer dans notre ville sont aussi largement absentes de nos priorités budgétaires, alors même que l'urgence climatique nécessite de prendre ce problème à bras-le-corps. Et nous ne pouvons plus nous passer d'une réflexion globale concernant l'ensemble des déplacements urbains. Quelle place pour le piéton, le cycliste, la voiture et les transports en commun? Quelles articulations entre ces différents modes de déplacement? Quel développement et quels tarifs pour nos transports en commun? En même temps, nous ne pourrons éviter le débat autour de la place de la voiture en centre-ville et de l'extension de zones piétonnières ou ouvertes aux mobilités douces. Encore une fois, nous saupoudrons avec quelques bonnes idées comme la mise en place de voies cyclables, mais qui demeurent inefficaces sans réflexion d'ensemble. Décidément, quelques coups de peinture et une communication bien huilée ne feront jamais une politique globale des déplacements urbains. Enfin, la santé. Nous pensons aussi que même si elles ne font pas partie de nos compétences, les questions de santé devraient être débattues au sein de notre Assemblée. C'est une préoccupation principale de nos concitoyens. Et une lettre ouverte aux décideurs, écrite par un syndicat hospitalier, nous alertant sur la situation dramatique des hôpitaux dans le département, doit nous préoccuper. La structure même de la santé publique dans notre ville et notre agglomération risque d'être largement modifiée ces prochaines années, avec notamment le départ de nombreux médecins à la retraite, la construction de l'hôpital unique à Lannes et la fermeture de l'hôpital de Tarbes qui en découlera, avec des conséquences que nous craignons néfastes pour notre territoire. En conclusion, si nous reconnaissons que le budget 2022 est bien fait techniquement parlant, nous considérons qu'il ne présente pas de réponse adaptée aux urgences sociales, économiques ou écologiques qui frappent nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre cette délibération. Merci de votre écoute. Merci, M. Charles. Là, je ne peux pas aller avec vous d'accueil. C'est bien. Je demande à M. Craspail de bien vouloir répondre sur les propos qui ont été tenus par M. Charles. Oui, Monsieur le maire. Monsieur Charles, il a l'avantage d'être un son élément. Pour ce qui est des propos sur le budget des écoles, Monsieur Charles, vous ne ferez pas croire aux Tarbais que les écoles sont maltraitées, alors qu'on vient de voir dans le budget qui vient de vous être présenté la part qui était attribuée à l'éducation et à la jeunesse, à savoir quasiment 20% du budget de la ville. Et vous pouvez toujours essayer d'expliquer que dans les écoles rurales où parfois on a des budgets de quelques milliers d'euros, ça se passe mieux et les parents n'ont rien à payer. Mais ça ne trompe personne. Un budget de 20% pour les écoles de Tarbes, c'est considérable. Le crédit pédagogique, vous mélangez tout, vous limitez volontairement le montant, le contenu des crédits pédagogiques à une ligne budgétaire qui est de 20 euros effectivement, sur laquelle il y aura probablement à revenir. Il est probable que pour les budgets prochains, j'aurai à proposer à Monsieur le maire, on en discutera, peut-être la suppression de cette ligne de 20 euros. Comme ça, elle ne fera plus débat, elle n'existera plus. Parce que je pense que les crédits qui sont alloués aux écoles sont beaucoup plus importants. Et je pense qu'il y a de la malveillance et dans vos propos, parce que vous êtes tout à fait au courant, et dans ceux du tract du SNUIPP, à savoir, le fait est qu'aujourd'hui, le montant qui est alloué aux écoles et aux enseignants, évidemment, il est bien plus important, et le problème n'est pas le montant. Le problème, c'est l'utilisation. Parce que la question, c'est pas est-ce qu'il y a beaucoup d'argent. Je ne vais pas refaire le débat qu'on a fait l'année dernière dans les mêmes circonstances. Par 10,8 millions d'euros. Et le budget que vous proposez maîtrise encore la dette avec 67 millions d'euros, c'est-à-dire 69% du budget, c'est-à-dire la même dette qu'en 2015, une fois que la ville avait été désendettée. Alors, moi, je veux ne faire de la peine à personne, mais je ne voudrais pas être à la place des habitants, et encore moins des élus, des villes comme Aubervilliers, Stein, Grenoble ou Pau, qui augmentent leurs dettes d'une façon vertigineuse
et qui vont augmenter leurs impôts. Cette maîtrise, c'est le recours intelligent à des politiques qui allient le croisement des financements. Je voudrais dire aussi un mot sur la mobilité. Ça m'a fait mal ce que vous avez dit, Monsieur Charles, sur la mobilité, que nous n'avons pas de vision sur la mobilité. Il y a quelques semaines, vos collègues au Conseil régional ont voté d'un seul homme la ligne à grande vitesse qui ira de Toulouse à Sète. Pas un seul de votre groupe ne s'est levé pour proposer que les temps de trajet soient diminués entre Toulouse et Tarbes. En supprimant quelques arrêts du train qui va de Toulouse à Tarbes, on éviterait à des jeunes actifs qui ont des voitures d'occasion de polluer la planète et d'aller 2 ou 3 fois par semaine à Toulouse. Vous ne vous êtes pas soucié de ces jeunes gens qui sont obligés de faire le trajet entre Toulouse et Tarbes. C'était pourtant une belle occasion de montrer que vous aviez une vision sur les mobilités et sur l'écologie. Résumons, c'est un budget bien géré, une dette maîtrisée, une ville solidaire qui propose des logements rénovés, 240. Oui, il y a des logements vacants, mais 240 en peu de temps, et d'autres à suivre jusqu'en 2026. Des mobilités douces, avec un plan vélo qui se déploiera dans les années à venir, des équipements, un cadre de vie agréable pour ceux qui travaillent, sans cesse à une vitalité économique de cette ville. Et je voudrais rappeler, puisque vous en avez parlé, de la santé, Tarbes se place parmi les villes les plus attractives pour la santé. Voilà. Donc, oui, monsieur le maire, votre majorité est pour ce budget, et il faut quand même être d'une insigne mauvaise foi pour prétendre pouvoir faire mieux. Monsieur Charles, bien sûr que les budgets présentés chaque année, ils sont quasiment à l'identique. Quand vous avez par exemple la masse salariale qui représente déjà 55% des dépenses de fonctionnement, puis ensuite les autres grandes dépenses, les dépenses générales, puis les subventions, les charges financières, eh bien sûr, chaque année, ça se retrouve avec les mêmes tensions, les mêmes inquiétudes parfois, oui, en effet. Mais de dire que c'est une reconduction, ben oui, c'est une reconduction, bien sûr. Et quant aux recettes, ben oui, c'est une reconduction aussi. Les recettes, c'est les recettes de nos activités, stationnement, les repas dans les écoles, les livraisons de plateaux repas, etc., tout ce qu'on voudra. Puis c'est les impôts. Et ce sont les subventions qu'on réussit à obtenir parfois. Et après, il y a les investissements. Alors oui, vous avez raison. Les budgets sont reconduits à l'identique dans la présentation. Ceci étant, quand vous regardez quand même les chiffres, ça m'étonne que vous puissiez dire ça, parce que, surtout au niveau des investissements, il y a des choses qui ont été modifiées. Je ne vais pas revenir sur les réponses qui vous ont été données par M. Craspail. Sur le logement, vous dites qu'il n'y a pas de politique adéquate. Mais alors, M. Charles, vous êtes aveugle et sourd. Tout à l'heure, on a présenté Action Cœur de Ville et les résultats de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Alors, vous n'avez pas bien compris ce qu'il y avait dans cette présentation-là. Vous n'avez pas vu plus de 5 millions de travaux actuellement sur la dernière 2018, 2022, 2023 sur Action Cœur de Ville. Je me dis que donc il faut peut-être que vous changiez de lunettes, parce que ça, c'est pas vrai. Le taux de vacances, alors là, excusez-moi, oui, en effet, on a eu un taux de vacances fantaisiste qui a été communiqué. Personne n'est jamais venu interviewer qui que ce soit. Vous savez que les taux de vacances les plus importants, c'est sur les propriétés privées. Personne n'est venu rencontrer les bailleurs sociaux, je le dis sous le contrôle du président de la CEMI. Personne n'est allé à l'OPH demander quelle était l'évolution des logements vacants, etc. C'est, désolé, ce sont des chiffres fantaisistes. Et alors sur les mobilités, alors là quand même, je trouve un peu fort que vous veniez nous chercher sur la politique de mobilité alors que nous venons de voter à l'agglomération le schéma d'agglomération des mobilités qui représente un investissement qui se situe entre 20 et 40 millions d'euros pour les 10 années qui viennent sur l'agglomération. Et dans l'agglomération, au cas où
Blériot, il y a la ville de Tarbes et il y a la ville de Lourdes. Ensuite, politique de santé. Bien sûr que nous sommes tous inquiets sur l'avenir des hôpitaux en France et sur l'avenir de notre hôpital également. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai demandé à M. le Préfet, il y a quelques jours, d'organiser une réunion avec l'ensemble des parlementaires, avec les responsables de l'hôpital et de l'ARS, pour que nous puissions faire le point sur la situation de cet hôpital. J'ai reçu avec Mme Douvrère le président de la CME ainsi que 19 responsables de pôle qui nous ont exposé leurs difficultés. Oui, l'hôpital connaît des difficultés sérieuses et il convient effectivement d'essayer de trouver les solutions pour amener notre établissement au projet hypothétique, me semble-t-il, dans le contexte actuel, et avant les élections présidentielles, de nouvel hôpital à Lannes. On verra. Qui souhaite intervenir? Je ne vois pas qui c'est là-bas. Madame Calais. Merci, Monsieur le maire. Nous nous étions déjà interrogés l'année dernière sur l'importante disparité entre la subvention attribuée aux Restos du Cœur et celle octroyée au Secours catholique et au Secours populaire. Pourquoi? Ils concourent chacun à la lutte contre la précarité. Aujourd'hui, 10% de la population française recourt à l'aide alimentaire et pour nombre de ménages, c'est le principal mode d'approvisionnement. Dans son rapport sur l'état de la pauvreté en France de 2021, le Secours catholique rappelle que la précarité alimentaire est liée à une unique constante, l'insuffisance et l'instabilité des ressources. Pour lutter contre cela, bien sûr, il s'agira le moment venu de choisir celle ou celui qui portera des politiques publiques ambitieuses et à la hauteur de ce défi. En attendant, nous demandons à ce que les 3 associations bénéficient de la même subvention, 8 000 €. Y a-t-il d'autres interventions sur les associations? Je réponds à Madame Calais, non. La proposition est ainsi rédigée et j'attendrai que les personnes que vous citez dans le budget de l'année prochaine puissent éventuellement nous donner des éléments qui justifieraient les augmentations que vous souhaitez obtenir. Pour l'instant, je ne les ai pas. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Calais. Merci, Monsieur le maire. Pour répondre vraiment aux besoins de la population et aux objectifs de santé publique qu'un centre de santé municipal doit contribuer à servir, notamment en termes de prévention et d'accompagnement à l'accès aux droits et aux soins, il est nécessaire d'avoir des ressources humaines suffisantes, ce qui ne semble pas être le cas. Nous connaissons la dégradation inexorable de la démographie médicale et l'impuissance des politiques publiques à y faire face, creusant les inégalités territoriales de santé. Chaque collectivité y va alors de sa solution, mettant les structures en concurrence. Ici, la région avec son appel à manifestation d'intérêt, là, les communes de la périphérie, le département. Ne serait-il pas temps de réfléchir ensemble? Est-ce que c'est à nous réellement, est-ce que c'est à nous de nous substituer aux carences de l'offre privée ou de l'offre de l'État? C'est pas notre rôle. Ça a été un choix délibéré, un acte délibéré pour aider nos compatriotes, ce que nous avons fait. Mais on ne peut pas aller plus loin parce qu'on ne trouve pas les praticiens. Oui, donc pour répondre à cela, évidemment, les médecins, on en manque, ça vous le savez. Au niveau des jeunes médecins, on n'en a pas pour l'instant. On a une médecin qui va arriver. On a essentiellement des médecins retraités qui font des vacations, comme on vous l'a dit déjà la dernière fois. Nous sommes à la recherche d'autres solutions et nous travaillons sur d'autres dossiers en même temps, puisque c'est difficile de combler un petit peu ce manque au niveau médical. Mais des solutions, on en cherche et nous travaillons de façon très active pour trouver d'autres solutions à laquelle pour l'instant vous ne pensez peut-être pas. En tout cas, il y a des pistes. Voilà. Monsieur Craspail. Oui, juste une information, et notamment pour Madame Calais, sur l'idée de réfléchir ensemble.
c'est pas une idée que vous avez eue toute seule, hein. Le conseil départemental a voté à sa séance plénière dernière un vœu, on va dire a voté majoritairement, parce que, à part quelques-uns de vos amis, un vœu sur lequel, en fait, la proposition était effectivement de demander à ce qu'il y ait une réflexion qui se fasse, qui ne peut pas se faire de toute façon sans, enfin en tout cas moi c'est mon point de vue, sans le soutien de l'ARS, qui est la principale autorité de santé. Je précise que dans mes propos, je sépare complètement la situation de l'hôpital et celle de la médecine de ville. Et donc, dans ce vœu, il a été proposé que cette réflexion se fasse notamment sous l'égide, je vais le dire comme ça, de l'association Ambition Pyrénées. Le problème résulte d'une stratégie politique qui a consisté à dire, pour diminuer les dépenses de santé, il faut diminuer l'offre. Et la demande s'adaptera à l'offre. Eh ben non. Eh ben non. On voit qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. La diminution de l'offre ne diminue pas la dépense. Elle augmente la misère. Elle augmente la misère des personnes qui ne peuvent pas se faire soigner. Voilà. Aujourd'hui, il est impératif de réfléchir à une politique qui permettra de satisfaire la demande sur un sujet aussi stratégique que la santé de nos concitoyens. Et nous, on a apporté modestement notre pierre à l'édifice. C'est compliqué. Question ? Oui ? Je vous en prie. Nous allons nous abstenir sur cette délibération. Nous ne souhaitons évidemment en aucun cas remettre en cause le travail des policières et des policiers municipaux, pas plus que d'aucun agent municipal d'ailleurs. Cependant, nous ne pouvons que constater que l'augmentation des moyens de la police municipale, à Tarbes comme ailleurs, a été rendue nécessaire par la saignée infligée à la police nationale, en particulier par votre président, le multirécidiviste Nicolas Sarkozy, ceci expliquant peut-être cela. Il est question de 13 000 postes supprimés dans la police et la gendarmerie, jamais récupérés depuis ou si peu. Ce sont donc des villes qui sont contraintes de compenser ces baisses, ainsi que l'épuisement des fonctionnaires de police. Elles y sont même encore plus incitées par une sorte de chantage institutionnalisé qui soumet l'octroi de renforts de police nationale à des créations de postes de police municipale. Cette contractualisation se fait une fois de plus aux dépens du service public d'État et sur le dos des collectivités locales. Le résultat est évident, comme dans bien d'autres domaines, les inégalités entre territoires sont encore creusées aux dépens des villes les moins riches. D'autres dérives, comme la délirante et pharaonique politique sécuritaire de Nice ou les violences couvertes par le nauséabond maire de Béziers avec un premier mort en 2020. Où s'arrêtera-t-on ? Nous vous laissons donc signer cette convention puisqu'elle est obligatoire pour le bon fonctionnement des services. Nous souhaitons néanmoins affirmer que pour nous, l'amélioration de la sécurité de nos concitoyennes et de nos concitoyens dépend avant tout d'une augmentation significative des effectifs de police nationale ainsi que d'une réforme de fond de la doctrine dite du maintien de l'ordre. Merci. Monsieur, je vous remercie de votre intervention. Sur le fond, on ne peut qu'approuver vos propos. Quant à la réduction des effectifs depuis 2007, il y a 14 ans, alors je veux bien en prendre une partie de la responsabilité que vous essayez de m'imputer. Vos amis n'ont rien fait depuis pour rétablir la situation. Voilà. Monsieur Gerbet. Monsieur Rouget, je suis très étonné de votre intervention, mais je vais quand même vous donner quelques chiffres. En début 2000, il y avait 3 ou 4 policiers municipaux à Tarbes. Aujourd'hui, il y en a une soixantaine, dont 20 sur le terrain, ce que vous appelez les bleus, plus communément. Il y en a 20 sur le terrain. Effectivement, au niveau police nationale, en début 2000, il y en avait 164 ou 165. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 120. Je suis d'accord avec vous, il y a un désengagement de l'État qui est conséquent, mais ce n'est pas dû, ni, comme vous avez dit, à Nicolas Sarkozy. François Hollande n'a rien fait quand il a été au pouvoir. Bien au contraire, on en a perdu encore plus.